Droit du travail. Généralité sur le droit du travail. Certainement, après votre formation professionnelle, après des voies d'activité professionnelle doivent s'ouvrir à vous, soit pour faire que vous soyez recruté en termes de travailleurs, soit pour faire de vous des employeurs, donc pour vous mettre à votre propre compte. Et là, si vous êtes à votre propre compte, vous devez utiliser des travailleurs. Dans chaque cas, que vous soyez un travailleur ou un employeur, vous aurez à matérialiser votre relation de travail par un acte qui consiste le socle du droit de travail. Donc, il faut savoir qu'après votre formation, vous aurez des voies d'activité professionnelles qui vont s'ouvrir à vous. D'accord? Et pour cela, il faut savoir exactement ce que c'est que le droit de travail. Le droit de travail peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports individuels et collectifs entre l'employeur et le salarié dans le cadre d'une entreprise dont la violation est sanctionnée. Ces domaines prennent en compte toutes les entreprises privées, tout rapport de travail entre un employeur et ses ou son employé dans le secteur privé. On parle de la formule de droit social. Sinon, on emploie la formule de droit social. Si on inclut les droits dont bénéficient les salariés connus sous le nom de sécurité sociale. On parle de droit social si on inclut les droits dont bénéficient les salariés. Et ce droit est aussi connu sous le nom de sécurité sociale. Et il faut comprendre par sécurité sociale l'ensemble des règles juridiques prises pour protéger le travailleur des risques professionnels tels que les maladies professionnelles, les accidents de travail et les risques humains en termes de maladies, maternité, vieillesse, invalidité, décès, pour ne citer que ceux-là. En termes de caractéristiques du droit de travail, il faut savoir que le droit de travail est une branche du droit privé. Il a un caractère protecteur pour le travailleur. C'est un droit lié à l'environnement économique et social. Il rend compte du niveau social et économique du travailleur. C'est un droit impératif dont les règles sont respectées par les parties. Cependant, l'employeur demeure libre dans son entreprise. L'État ne peut y jouer que le rôle de conseiller et de régulateur, donc d'arbitre.
Le droit du travail est un droit répressif. C'est un droit organisateur aussi et c'est un droit en perpétuelle évolution qui dépend en grande partie des conflits collectifs et bon, des soulèvements sociaux liés au travail. Alors, il faut voir aussi que en termes de caractère du droit de travail, il y a des dates qu'il faut garder, telles que 1864, où on parle de suppression du délit de grève. 1874, on parle de création de l'inspection du travail. 1898, c'est la loi sur les accidents de travail. 1913, c'est le premier décret prévoyant les mesures d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. 1936, c'est la convention collective donc des délégués du personnel. 1941, la réduction de la journée du travail pour les enfants. En termes de sources de droit de travail, il y a les actes juridiques, il y a les usages de la jurisprudence et de la doctrine que nous allons voir rapidement. Qu'est-ce que les actes juridiques? On distingue les sources internationales et internes. Donc, quand on parle de actes juridiques, il faut voir les sources internationales et les actes internes et les sources internes. En termes de sources internes, il s'agit de l'acte constitutif de l'Organisation internationale du travail connue sous le nom de l'OIT. Il faut prendre en compte aussi des conventions de l'OIT et d'autres accords internationaux ratifiés par le pays en termes de travail. Qu'entendons-nous par source interne? Il faut consulter la constitution du pays en son article qui dispose du droit de travail et des droits qui en découlent, d'accord, dans chacun de leurs articles. Il faut prendre en compte la loi, d'accord, qui porte du travail dans le pays et l'ensemble des textes législatifs et réglementaires regroupés dans un recueil pour régir les relations de travail dans le pays. D'accord? Il faut aussi prendre en considération les sources de caractère professionnel. Les sources de caractère professionnel, sans oublier le contrat de travail, les conventions collectives, les règlements intérieurs. Ça, c'est ce qui concerne les actes juridiques. Donc, dans les actes juridiques, on a les sources internationales et les sources internes. Qu'est-ce qui est des usages juridiques en termes de usage de la jurisprudence et usage de la doctrine? Les usages sont les habitudes répétées en milieu de travail qui, à force d'être répétées, tendent à être érigées en normes auxquelles tout le monde se réfère comme si elles s'y imposaient. Ça sont les usages.
En termes de jurisprudence, il faut comprendre cela comme l'ensemble des décisions rendues sur les affaires de genre par la juridiction et en particulier par la Cour suprême. En termes de doctrine, il faut prendre en compte l'ensemble des opinions émises par les spécialistes et les praticiens du droit dans les publications sur différents aspects de la loi. Passons donc au contrat de travail. Qu'est-ce que c'est? Nous savons déjà que nous sommes sur Shaya Fondation Internationale et que nous formons gratuitement nos membres. Mais pour être membre, il faut remplir certaines conditions. Alors, soyez les bienvenus. Shalom à vous. Nous sommes en droit de travail ce jour. En ce jour, nous travaillons sur le contrat de travail, ce que c'est que le droit de travail. Nous allons voir assez de choses. La formation du contrat de travail, comment cela se fait, d'accord, dans ce chapitre, sinon dans ce cours, nous verrons l'exécution du contrat de travail, les droits obligatoires, les droits et obligations des parties. D'accord? Nous allons voir les ruptures de contrat de travail, la suspension, un certain nombre de choses qui vraiment pourront vous aider quand vous êtes salarié ou quand vous êtes employeur. Nous allons parler du salaire et de ses accessoires, comment gérer les conflits de travail, beaucoup de choses. N'oubliez pas de vous abonner, de rester fidèle à notre chaîne, de continuer avec nous dans la marche de la formation à tous. Nous continuons. Qu'est-ce que le contrat de travail? Définition et caractère. Les sources du droit de travail peuvent se regrouper en sources étatiques ou non professionnelles et en sources professionnelles. Parmi les sources professionnelles, on a le contrat de travail qui occupe une place importante. Le contrat de travail est le socle de la relation de travail entre l'employeur et le travailleur. Mais il importe avant tout de bien le maîtriser et connaître ses caractéristiques. Partant du code de travail, d'accord, dans son article, que je ne vais pas citer, puisque cela dépend de chaque pays, il faut comprendre que le contrat de travail est un accord de volonté par lequel une personne, c'est-à-dire le travailleur, s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, c'est-à-dire l'employeur, moyennant une rémunération que l'on appelle généralement le salaire. Quels sont les critères du droit de travail? Sinon, les critères ici d'identification du contrat. Donc, je rectifie déjà, du contrat de travail. Cette disposition fait ressortir 3 éléments fondamentaux appelés critères d'identification ou éléments constitutifs qui permettent de distinguer le contrat de travail des contrats voisins. Il y a la prestation de service qui désigne dans la définition ce qu'on appelle activité professionnelle. On a le salaire qui est la contrepartie de la prestation de service.
on a le lieu de subordination juridique qui donne droit à l'employeur de diriger l'entreprise conformément à ses statuts et aux textes et qui fait obligation au travailleur d'obéir à l'employeur. Il entraîne pour lui 3 pouvoirs qu'on peut dire, qu'on peut présenter sous forme de pouvoir de direction, pouvoir de contrôle et pouvoir disciplinaire. Le lieu de subordination juridique est le critère le plus déterminant. Sans cela, on ne saurait parler de relation de travail. Le contrat de travail et les contrats voisins. Le contrat de travail se distingue du contrat d'apprentissage. Ça se distingue du contrat de société, ça se distingue du contrat d'entreprise et ça se distingue du mandat. Qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage? Le contrat d'apprentissage, c'est l'acte par lequel un chef d'établissement industriel, commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier s'oblige à donner ou faire suivre une formation professionnelle méthodique et complète à une autre personne et par lequel cette personne s'oblige en retour à se conformer aux instructions qu'elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés dans le cadre de son apprentissage. Vous verrez cela dans les articles de code de travail de votre pays. Qu'est-ce qu'un contrat de société? C'est l'acte par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent ensemble des moyens pour commencer une société afin de partager le ou les bénéfices qui en résulteraient. Le contrat d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte par lequel, sinon l'acte juridique, je parle ici toujours en acte juridique, l'acte juridique par lequel une personne indépendante s'engage à ses risques à fournir un service à eux ou à produire un ouvrage à une autre personne dont le prix est fixé à l'avance. Cela se fait au moyen de cahiers de charges. L'entrepreneur exerce généralement une fonction libérale, c'est-à-dire la fonction de consultant, d'opérateur et autres. Quels sont les caractères du contrat de travail? Il y a le lien de subordination juridique, le caractère bilatéral ou signalagmatique, le caractère onéreux, le caractère consensuel, le caractère sinon successif de l'exécution du contrat, le caractère intuitif personné, le caractère d'adhésion, le caractère commutatif. Comment se forme un caractère, sinon comment se forme un contrat de travail? Le contrat de travail de sa nature implique la présence de 2 personnes qui doivent accepter réciproquement
de l'appliquer. Mais sa formation obéit à des règles qui varient selon le type de contrat. Alors, présentons les types de contrats. D'accord? On a les contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée, l'engagement à essai, les contrats temporaires. En termes de contrat de travail à durée déterminée, c'est le contrat, d'accord, dont le terme est prévu par les parties lors de sa conclusion. Sa durée est de 2 ans au maximum, renouvelable une seule fois. Et le terme s'indique aussi au moyen de la survenance d'un événement futur mais certain. Le contrat de travail à durée indéterminée, le contrat de travail à durée indéterminée, c'est le contrat par lequel les parties s'engagent sans préciser le terme de celui-ci. Il exerce donc, il excède donc 2 ans. Tout contrat conclu sous forme verbale tacite est nécessairement un contrat à durée indéterminée lorsqu'il est exécuté pendant plus d'un mois. L'essai à l'engagement, sinon l'engagement à l'essai. On parle plutôt de l'engagement à l'essai. L'engagement à l'essai est la période pendant laquelle, en vue de conclure un contrat définitif, l'employeur apprécie les qualités professionnelles et personnelles du travailleur pendant que ce dernier apprécie les conditions de travail. Il est de 15 jours pour les travailleurs payés à l'heure, 2 mois pour les salariés payés au mois et de 3 mois pour les agents de maîtrise. Il faut noter que sa durée ne saurait dépasser 6 mois. Le contrat temporaire, sinon les contrats temporaires, il s'agit de contrats de travail saisonniers occasionnels, journaliers et autres, même par heure, hein, d'accord? Il est constaté, sinon contracté par écrit et son exécution ne doit pas dépasser 6 mois consécutifs et il est renouvelable. Quelles sont les conditions de formation du contrat de travail? On a les conditions de forme, les conditions de fond. En termes de conditions de forme, il faut aller au niveau de l'article du Code de travail de votre pays qui stimule que les contrats de travail sont passés librement. Toutefois, ils doivent être contractés par écrit. Exemple du contrat d'apprentissage, exemple du contrat à durée déterminée excédant un mois. Le contrat de travail dont l'exécution est hors du lieu de résidence habituel du travailleur. Le contrat de travail des travailleurs immigrés. La stipulation d'une période d'essai dans un contrat sont à prendre en compte.
Quelles sont les conditions de fond? La conclusion du contrat de travail obéit aux conditions suivantes. La capacité juridique des parties qui est de 18 ans. En plus, les parties doivent être mentalement saines. Il faut dire qu'un aliéné mental ne peut conclure un contrat de travail. Les personnes qui ont des problèmes de réhabilitation, les faillis non réhabilités ne peuvent conclure qu'en tant que travailleur, pas qu'en tant qu'employeur. Il faut comprendre aussi, il faut prendre en considération dans les conditions de fond l'objet du contrat de travail. L'objet, c'est ce sur quoi le contrat de travail porte et doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi et aux bonnes mœurs. Toujours pendant les conditions, il faut que la cause du travail soit illicite, soit licite. Je reprends, il faut que la cause de travail soit licite. La cause du contrat de travail pour une partie est ce qui la motive à conclure le dit contrat. Et toujours en termes de conditions de fond, il faut que le consentement des deux parties soit vraiment clair. Au niveau de l'article du Code de travail de votre pays, il faut voir si cela stipule que le travail forcé est interdit de façon absolue. Et toujours dans l'article du Code de travail de votre pays, il faut voir que les contrats de travail sont passés librement. D'où le consentement ne doit être vicié ni par violence, ni par erreur, ni par dol. Comment alors analyser un contrat de travail? Un contrat de travail étant un acte d'adhésion, il importe que vous sachiez retrouver les clauses qui font souvent objet de conflits de travail. Quelles sont ces clauses-là? Il y a l'objet du contrat, la clause d'engagement à l'essai, la durée du contrat, les conditions de fond et de forme, le salaire et son mode de paiement, les conditions de prise en compte des heures supplémentaires, les fautes constituant fautes lourdes. Voyons l'exécution du contrat de travail, les droits et obligations des parties. Le contrat, une fois formé, devient la loi commune des deux parties et doit être exécuté de bonne foi, ce qui se traduit en respectant des droits et obligations d'une partie par l'autre. Alors, certains de ces droits et obligations sont fondamentaux. De même, les droits de l'une des parties impliquées et les obligations de l'autre des parties impliquées. Quel est le lien dialectique entre droit et obligation? Les droits subjectifs, présentons-les.
Le droit subjectif est le pouvoir à exiger ce qui vous revient en vertu de la loi. Sa satisfaction implique pour autrui une ou des obligations qui peuvent être définies comme des prestations qu'une personne physique ou morale est obligée d'accorder à une autre personne physique ou morale en vertu du droit. Par conséquent, tout droit implique une obligation et vice-versa. Les obligations du travailleur. L'obligation capitale de l'employé est la prestation de service. En plus, pèsent sur lui les obligations suivantes. Exécuter personnellement le travail. Cela s'appelle encore le caractère intuitif personné. L'obligation d'obéissance, c'est-à-dire le lien de subordination. L'obligation de bonne foi, c'est-à-dire de veiller au bon accomplissement de son travail. La non-concurrence. Garder les secrets professionnels. La régulation, sinon la régularité et la ponctualité au service. L'intégrité morale en termes d'alcoolisme, de tabagisme, de sexualité non disciplinée, d'actes de violence. Quelles sont les obligations de l'employeur? L'obligation capitale de l'employeur est le paiement du salaire. En outre, l'employeur a l'obligation de fournir les moyens nécessaires au travail, de créer les conditions d'hygiène et de sécurité, de créer les conditions favorables à l'exécution du travail, de respecter les libertés individuelles, le droit syndical et le droit de grève, et d'octroyer des formations en cours d'emploi selon ses moyens. Donc, il faut voir que les formations en cours d'emploi constituent pour l'employeur une obligation selon les moyens dont dispose son entreprise. Je vais vous donner un petit exercice après. Qu'est-ce que la suppression du contrat? Le contrat de travail a un caractère successif. Ce caractère subsiste même en cas de suppression du contrat. Mais la loi prévoit les cas de suspension et cette situation a une nature juridique précise. La nature juridique de la suppression du contrat de travail. Suspendre le contrat de travail, contrat de travail, c'est arrêter son exécution pendant un moment donné. La suppression du contrat de travail ne traduit pas l'inexistence ou la rupture du lien entre les parties. Son exécution en ce qui concerne les prestations d'une partie est juste mise sous
veilleuse. Ainsi, pendant la suppression du contrat de travail, le lien de subordination subsiste. L'employeur demeure toujours le chef du salarié. Les parties sont donc tenues au respect de certaines de leurs obligations pendant la suppression du contrat de travail. Quels sont les cas de suppression du travail qu'on peut avoir? Il y a quelques cas qui sont prévus par le législateur. Il y a suppression du contrat de travail dans les cas suivants. Pendant la grève ou le lock-out, si ceux-ci ont été déclenchés dans le respect de la procédure. Il y a, pendant la durée du congé payé, augmenté éventuellement des délais de route et des périodes d'attente de départ. Pendant la durée du congé payé, augmenter éventuellement des délais de route et pendant la période d'attente de départ. Pendant la période de mandat parlementaire, pendant le repos de la femme salariée bénéficiaire de dispositions de l'article X du Code de travail de votre pays. Pendant la détention préventive, emprisonnement, en attendant le procès en matière pénale. Pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident de travail ou de maladie professionnelle. Pendant la durée d'absence du travailleur en cas de maladie dûment contractée ou constatée par un médecin agréé, durée limitée à 6 mois. Ce délai est prolongé jusqu'au remplacement du travailleur. Pendant aussi la durée du service militaire du travailleur ou de la mobilisation du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles le travailleur est astreint. En cas de fermeture de l'établissement par suite de départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire. Pendant la période de mise à pied. Pendant l'absence du travailleur, lorsque celui-ci a été autorisé par l'employeur en vertu des contrats ou conventions collectives accordées de façon individuelle ou d'accord individuel. Bon, prenons un exemple de cas de suspension. Le principe est que chez la femme enceinte, lors de la maternité, le principe est que la femme enceinte bénéficie d'un congé de maternité de 14 semaines, pouvant être prolongé de 3 semaines, donc de 17 semaines, en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches. Les 14 semaines sont réparties avant et après l'accouchement et la répartition du moins varie d'un pays à l'autre. D'accord? Une telle mesure est prise pour protéger la femme qui est souvent fragile pendant la durée de la grossesse et même parfois
et surtout pour permettre au fœtus de jouir d'une bonne condition de gestation et au bébé de jouir de la présence constante de sa mère pendant quelques jours, sinon quelques semaines. Parlons de la rupture du contrat de travail. Le contrat de travail prend fin en principe à l'échéance du terme prévu. S'il a une durée indéterminée, il prendra fin à l'initiative des parties pour une raison donnée. Lorsque le contrat a pris fin, on parle de cessation, mais lorsque sa fin intervient avant le terme prévu, on parle de rupture. Alors, voyons quelques formes de rupture euh, de contrat de travail. On peut parler de rupture, rupture de l'engagement à l'essai, rupture de contrat de travail à durée déterminée, rupture de contrat de travail à durée indéterminée. Voyons ces cas-là. Au niveau du contrat de l'engagement à l'essai, la rupture de l'engagement à l'essai, l'une des parties peut prendre l'initiative de la fin de l'engagement à l'essai avant le terme prévu, seulement que cette rupture ne doit pas créer à l'autre partie des préjudices exagérés, c'est-à-dire que la rupture ne doit pas être abusive. La rupture du contrat de travail à durée déterminée. La rupture du contrat de travail à durée déterminée peut intervenir pour l'une des raisons suivantes. Pas d'accord de l'employeur et du travailleur et cet accord n'existe pas. On peut aussi voir par accord de l'employeur et du travailleur et cet accord doit être signé par écrit. Pour faute lourde de l'employeur ou du travailleur. Alors, on peut aussi voir cela par, il peut y avoir rupture de contrat par décision juridique. En termes de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, il faut voir toute cessation du contrat de travail à durée indéterminée est une rupture parce que aucun terme n'était prévu auparavant pour la cessation. Toute cessation du contrat de travail à durée indéterminée est une rupture. Parce qu'aucun terme, aucune échéance n'était prévue auparavant pour la cessation. Quelles sont les causes, les formes et procédures? Les causes du contrat à durée indéterminée. Pour nous citer, nous avons la faute lourde, les forces majeures, la décision judiciaire, les difficultés économiques que traverse l'entreprise et l'accord des deux parties, souvent rarement mentionné. En termes de forme, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est très souvent unilatérale. Elle peut prendre l'une des formes suivantes: démission ou licenciement. La démission, c'est la rupture ou la réalisation du contrat de travail sur l'initiative du travailleur.
Le licenciement, c'est la rupture ou la résiliation. D'accord? La résiliation. De l'autre côté, c'est la réalisation. Mais ici, c'est la résiliation pour le licenciement. La résiliation du contrat de travail sur l'initiative de l'employeur. Lorsqu'il est question du licenciement, on constate le licenciement individuel pour un seul travailleur ou le licenciement collectif quand il s'agit de plusieurs travailleurs. Quelle est la procédure en termes de rupture de contrat de travail? Donc, procédure de démission et de licenciement. La démission ou le licenciement doit être précédé d'un préavis dont la durée est la même que celle de l'engagement à l'essai. Le travail payé à l'heure aura un préavis de 15 jours. Les employés payés au mois auront un préavis d'1 mois. Les agents de maîtrise de cadre ou assimilés ont droit à un préavis de 3 mois. Le travailleur licencié sans préavis et qui n'a commis aucune faute lourde doit obtenir de son employeur une somme d'argent appelée indemnité compensatrice du préavis, parfois désignée délai congé. La procédure en matière de licenciement économique. Il peut être motivé par la suppression du poste de l'agent, la réorganisation de l'entreprise, les difficultés économiques de l'entreprise ou la fermeture de celle-ci. Sa procédure est différente et moins simple. L'employeur qui envisage de licencier pour raison économique doit suivre la procédure suivante. Informer les délégués du personnel, informer l'inspecteur du travail, notifier par écrit chaque salarié qui sera licencié et procéder au licenciement. Les droits du salarié licencié. Il y a d'abord les formalités et pièces de départ de l'entreprise, puis il y a d'autres droits. Les formalités et les pièces de départ. Il s'agit du certificat de travail et du reçu pour solde, tout compte. Alors, le certificat de travail. Il retrace la vie professionnelle du travailleur et atteste que celui-ci a effectivement travaillé dans cette entreprise. Il est obligatoire, quel que soit le motif de licenciement, et doit être neutre, c'est-à-dire ne doit pas comporter les mentions subjectives et dévalorisantes. Mentions subjectives et dévalorisantes. Le reçu pour solde de tout compte, c'est un document par lequel le salarié quitte définitivement l'entreprise et reconnaît avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui sont dues. Sa signature n'est pas opposable et n'est pas imposable aux salariés. Les autres droits. Le salarié licencié a droit à une somme d'argent calculée en tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et de son niveau salarial. S'il a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, celui qui est licencié pour faute lourde n'a droit à rien. Lorsque le licenciement est abusif, l'employé peut agir en justice si la conciliation a échoué.
Le salarié licencié pour un motif économique conserve pendant 2 ans la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi. La relation juridique entre employé et employeur prend en principe fin par la retraite du salarié après 30 ans de service ou 55 ans d'âge. Là, les contrats de travail à durée indéterminée ou la survenance du terme prévu, contrat de travail à durée déterminée. Mais lorsque la cessation intervient avant le terme, il y a rupture de contrat. La loi a prévu les conditions et les effets de rupture de contrat, de même que les formes de procédure. Nous allons voir dans le chapitre suivant, d'accord, dans l'audio qui va suivre, les salaires et accessoires, les syndicats et autres, d'accord, en termes de droit du travail. Et nous allons évoluer de façon plus approfondie concernant les conflits, la protection des travailleurs et autres. Nous allons voir cela de façon plus approfondie. D'accord? La médecine du travail, tout un ensemble en termes de droit de travail. Merci, shalom à vous, abonnez-vous et à tout à l'heure.